C'est aussi ne pas. C'est qu'il y a pas. Parfois, il manque un peu de. Toute variation manque un peu. On ne met pas en évidence on ne signale pas au lecteur qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus ou qu'il y a des questions qui sont en plan. Ah, oui. C'est souvent ça qui est évacué. Ou en sciences, on s'en tient à la dernière théorie, ou en physique. C'est la différence entre l'enseignement dans le secondaire et puis à l'université. Enfin, il y a toutes sortes de niveaux. Mais je rebondis sur votre question, Marc Lalvé, savoir pourquoi est-ce que les méthodes développées dans tout le domaine de la linguistique, la reconstitution d'états plus anciens de la langue, on a reconstitué par exemple toute la langue indo-européenne par différentes déductions, par différentes formes de logique. Dans la critique biblique, on a aperçu qu'il y avait des incohérences, des doubles emplois, des doublons, des choses qui n'avaient... Bon. Et finalement, dans le domaine... Alors, dans les protocoles de Sion, vous savez qu'on a découvert évidemment qu'il y avait eu un plagiat, c'est un cas classique, ça, Maurice Joly, etc. Voilà. Mais justement, des découvertes de cette qualité, voyez-vous, où on voit le plagiat, une source qui a été récupérée, etc. Bon, par exemple, dans le cas de Nostradamus, par exemple, on a vu que certains chercheurs ont montré, par exemple, qu'il y a un certain nombre de ceinturiers qui a été fabriqué à partir de guides de voyage. C'est assez amusant d'ailleurs quand on y pense. Donc c'est ça qui est intéressant. Quand on voit d'où ça sort, d'où sort ce savoir. Voilà. Ou bien qu'on s'aperçoit que c'est un savoir qui a été modifié, par exemple dans le cas du zodiaque, par exemple, on pourrait discuter là-dessus, n'est-ce pas, le zodiaque, le symbolisme zodiacal, nous on a organisé il y a quelques jours un colloque sur cycles et symboles. Presque tous les savoirs qui sont sous-tendus en astrologie ne nous sont pas parvenus de manière correcte. Alors ça pourrait paraître un ésotérisme de l'ésotérisme, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait quelque chose, il y aurait une autre astrologie derrière l'astrologie qu'on nous la présente. D'ailleurs, c'est un peu ce que dit des gens comme Alice Bailey, etc. Donc, voyez-vous, effectivement, il y a des méthodes qui permettent de s'apercevoir au moins qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il y a des personnes il faut avoir un certain état d'esprit pour faire ça, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, voilà, je vous expose le système. Même des gens comme Zarka ou des adversaires de l'astrologie, ils n'ont même pas une approche critique. Ils vont exposer ce qu'on lit dans les manuels d'astrologie, mais ils ne vont même pas signaler forcément les incohérences, les bizarreries, les choses qui ne tiennent pas debout. Voyez-vous, ils vont dire ça ne marche pas ou ça n'est pas fondé, mais ce n'est pas le débat. La question n'est pas de savoir si c'est fondé ou pas fondé ou si ça marche pas. La question est de savoir si c'est cohérent. Et la moindre des choses qu'on peut attendre de ce genre de savoir, c'est qu'ils soient cohérents. Et à partir du moment où ils ne le sont pas, où ils ne le sont plus, moi par exemple j'ai fait un travail sur la tétrabible de Ptolémée en montrant qu'il y a des choses, des savoirs qui à ce moment-là ont été modifiés, qui ont été transformés. Et donc ça nous permet de revenir plus en avant. Et dans le domaine de cette étude, il faut éviter notamment de se laisser piéger par les limites de temps. Parce que par exemple, certains savoirs nous ramènent à des périodes plus anciennes. Donc il faut être capable de spéculer sur des états antérieurs. Mais d'une manière générale, effectivement, la question c'est de restituer des niveaux de cohérence plus anciens. Et parce que justement ils sont plus cohérents, ils sont plus anciens aussi. Même si on peut aussi dire qu'il y a une exégèse qui a pu être plaquée sur ces savoirs. Mais en tout état de cause, de l'un dans l'autre, tout ça, c'est des éléments de perturbation, que ce soit des plaquages exégétiques, ou que ce soit des documents qui ont été déformés, mal compris, mal restitués, mal transmis. C'est là le travail, dans ce domaine-là, c'est le travail qu'il faut accomplir. Or, il me semble que depuis 50 ans, il n'y a rien d'exceptionnel qui ait été mis en avant sur ce sujet-là. On a géré des connaissances, on a géré des bibliographies, mais je veux dire que un des rares domaines où quelque chose a été fait, d'ailleurs c'est dans le domaine de Nostradamus, dans lequel je suis directement concerné, mais si vous comparez le travail de critique qui a été fait par rapport à Nostradamus, d'où viennent ces centuries, d'où viennent les éditions, etc.,
ou à quel moment on a ajouté des choses, on a remplacé des choses. Bon. Eh bien, ce genre de recherche, il n'a pas, même dans le cas de l'alchimie, je ne suis même pas certain, ce genre de recherche, il n'a pas été poussé très loin dans d'autres domaines. Parce que c'est des domaines où on n'a pas su ancrer ces savoirs. À force de dire, mais oui, on ne cherche pas du tout à prouver qu'ils ont une valeur scientifique, ce que Febvre a toujours voulu éviter, n'est-ce pas ? Je ne cherche pas du tout à prouver que c'est scientifique, etc. À force de prouver qu'ils n'ont pas de valeur scientifique, ils en sont arrivés à ne même pas chercher à comprendre la cohérence même de ces savoirs. C'est-à-dire que déjà, c'était encore trop. Donc, ils se sont satisfaits de véhiculer des savoirs dont il est évident qu'ils étaient déjà déformés, et ils ont donné de la place à l'exégèse, aux commentaires, ça c'est certain, mais pas du tout à la question de retrouver, restituer, reconstituer des états antérieurs. D'où, comme résultat, mais j'aimerais bien qu'on fasse un audit là-dessus, il faut faire un audit sur les 50 ans depuis, puisque finalement Secret a créé sa chaire en 65, donc ça fait à peu près, ça fait 55 ans, mais savoir quel est le bilan de ces recherches. Et il semble que il soit assez médiocre, ce bilan. Sauf si on en reste à des niveaux... Mais enfin, je veux dire, par rapport... Moi, je pense que on en reparlera dans quelques décennies, mais visiblement, dans ce domaine-là, la voie royale passait par la critique de ces savoirs. Or, ce mot critique, je ne suis pas sûr qu'il soit employé d'ailleurs par Antoine Febvre. On parle d'édition critique. Bon, comme par exemple notre ami là, Brindamour, là, chez Drose, il a fait une édition critique. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une édition critique? On va aussi déterminer. C'est un mot qui est employé dans un sens un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Pas forcément une approche très critique, une édition critique. Ça veut dire qu'on essaie d'être rigoureux, de déterminer plusieurs versions, mais parfois ça s'arrête loin, ça s'arrête là. Par exemple, le cas de M. Brindamour, qui était un Québécois que j'ai bien connu, bon, bah, son travail, il n'est pas d'un très très haut niveau non plus. Hein, bon, il compare certaines choses, mais ça plafonne quand même assez rapidement, voyez-vous. Ça plafonne assez rapidement parce que effectivement, il ne s'aperçoit pas d'un certain nombre d'incohérences, il ne s'aperçoit pas qu'il y a des choses qui ont évidemment été rajoutées et qui ne pouvaient pas être parues à telle époque, etc. Enfin, de manière générale, il y a un manque d'esprit critique qui est, je dirais même qu'au d'une certaine manière, si j'étais méchant, je dirais que on a affaire de mauvais historiens qui se seraient réfugiés dans un domaine qui n'exige pas des qualités remarquables, voyez-vous. On pourrait presque parler d'un lot de consolation. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, même si on n'a pas besoin d'être un grand historien pour réussir, voyez-vous. Puisqu'on ne vous demande pas grand-chose, on ne demande pas de faire apparaître des choses extraordinaires, de retrouver des contrefaçons, des rajouts, etc. Et donc finalement, on s'aperçoit que la qualité d'historien exigé dans le domaine de l'ésotérisme est finalement relativement médiocre. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à Serge Hutin éventuellement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce ne sont pas de très très bons historiens qui sont dans ce domaine-là. Et s'ils ont réussi, et c'est peut-être parce qu'ils ont justement conscience de leurs limites, qu'ils se sont... Vous savez, la question de savoir pourquoi les gens sont dans un certain domaine. Les gens sont dans un certain domaine parce que parfois, justement, c'est un domaine qui est plus... où il y a moins de concurrence, où il y a moins d'exigences, où les qualités nécessaires sont plutôt d'ordre une certaine conscience, être un peu consciencieux, hein, reprendre les textes, les remettre comme ça, les reciter, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin que cela, et il y a un manque d'émulation par certains côtés aussi, hein, en fin de compte. Voilà, donc finalement, c'est un peu la conclusion que je tirerais, c'est-à-dire qu'effectivement, les travaux qui sont parus dans ce domaine-là ne sont pas d'une très grande qualité au niveau de la recherche. Et qu'ils sont même passés dans beaucoup de cas à côté des vrais enjeux de ces domaines. En fin de compte, il faudrait créer un nouveau champ scientifique dans ce domaine-là,
qui serait beaucoup plus exigeant, mais qui exigerait aussi un recrutement d'un plus haut niveau. C'est-à-dire que, oui, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que pour réussir dans un domaine qui exige des qualités de restructuration, de reconstitution, de mise en évidence d'un certain nombre d'incohérences, il faut un certain type d'intelligence qui n'est pas forcément celui qui est en vigueur dans les milieux ésotériques ou même scientifiques actuels. Puisque vous parliez de méthodologie, le problème est, enfin, je pense que ça fait appel à plusieurs disciplines. Est-ce qu'il faut être historien? Bon, Serge Hutin, au départ, il a une formation littéraire, philosophique, un peu d'histoire des religions. Bon, effectivement, ça ne lui donne pas forcément toutes les bases d'une méthodologie, enfin, je ne sais pas, bon, le domaine d'histoire des religions est également un domaine où les débats sont parfois animés. Il me semble me souvenir que M. Dumézil, les écrits de M. Dumézil qui ont fait autorité pendant de nombreuses années, ont pu être remis en question et d'un point de vue idéologique, critiqués. Bon. Donc, quelle formation faut-il avoir pour pouvoir étudier le domaine ésotérique? Par exemple, effectivement, la linguistique est une très bonne formation. C'est une très bonne formation, la linguistique. Parce que la linguistique pose des problèmes, par exemple, le fameux problème de signifiant-signifié, des emprunts. La question des emprunts est essentielle. Or, qu'est-ce que c'est qu'un emprunt sinon un élément de perturbation majeur, hein? Quand quelque chose vient s'intégrer, il modifie le système, le problème de la transmission. On sait par exemple que certaines langues ont évolué d'une certaine manière. Non, il y a énormément de choses qui font qu'à partir d'un modèle X, on arrive à des dérivations très diverses. Bon, donc c'est effectivement une très bonne formation. Dans le domaine de la critique biblique également, c'est une bonne formation. Oui, mais là on a un texte de référence. Non, mais c'est pas le texte qui est important, mais pourquoi on l'a pas? Non, mais la critique biblique, elle a une recherche archéologique des différentes versions manuscrites. Non, pas seulement. Bon. C'est le document lui-même qui est fait l'objet du. Non, c'est pas la recherche archéologique. Spinoza était un des premiers à lancer les recherches sur la critique biblique. Non, la question n'est pas la recherche archéologique, pas forcément. C'est le fait de prendre un document et de s'apercevoir que ce document comporte des strates. Il faut faire l'archéologie du document lui-même et non pas faire une recherche archéologique. Et à ce moment-là, vous montrez à quelqu'un un système quel qu'il soit, par exemple, telle série de données, vous lui demandez qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous paraît bizarre dans cette série, et c'est tout. Alors soit on le voit, soit on ne le voit pas. Ça fait l'objet d'ailleurs de tests de quotient intellectuel. Je veux dire, ça demande une certaine forme d'intelligence, d'exigence, de cohérence. Si les gens déjà sont capables de véhiculer des choses sans comprendre ou sans vraiment capter vraiment la cohérence, voilà, c'est tout. Et on voit bien d'ailleurs que ce que je dis, je ne le dis pas par hasard, parce que dans le milieu astrologique par exemple, il y a des gens il y a des centaines de manuels d'astrologie qui véhiculent carrément des choses dont ils ne comprennent pas eux-mêmes le premier mot au niveau symbolique. Bon, donc, et qui ne font même pas apparaître et qui ne signalent même pas qu'il puisse y avoir problème. Bon, donc cette forme d'intelligence critique, elle n'est pas aussi répandue qu'on pourrait le croire. Et il semble que les gens qui ont une certaine forme d'intelligence critique ne vont pas forcément se diriger vers les études historiques. Donc c'est pour ça que je parlais d'un problème de recrutement. Oui. Donc finalement, c'est parce que justement il leur manque quelque chose. Alors au lieu d'aller vers les études historiques en apportant justement une exigence scientifique, ils vont vers les études historiques parce que justement on n'aura pas cette exigence par rapport à leur travail. Et que leurs travaux, leurs travaux ne feront pas appel à des argumentations, à des raisonnements, à des déchiffrements
qui feront qu'on dira, oui, bon, ça c'est... Je sais pas, par exemple, dans le domaine de la physique, si vous ne faites pas une thèse pour répéter ce que tout le monde a déjà dit avant. Même si ça a été... On ne demande pas non plus de faire une thèse en faisant simplement la bibliographie de ce qui a été dit avant. Bien sûr, ouais. Il faut que vous montriez qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou qu'on n'a pas bien comprises, ou qui n'ont pas été approfondies. Bon. Ben, c'est la même chose dans le domaine des thèses. Oui, mais alors, est-ce que, parce qu'en comparant le domaine scientifique et le domaine ésotérique, la science, je dirais, cherche à toujours mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Les théories se succèdent, on essaie, je dirais, il y a un sens de progrès scientifique. Oui. Est-ce que dans le domaine ésotérique, oui. Dans le domaine on peut avoir une notion de progrès ésotérique? Dans le domaine de l'approche critique, oui. Je parle pas de... Attendez, il y a deux choses différentes. Oui. Ne mélangeons pas les deux problèmes. D'abord... Non, mais je veux dire, l'objet d'étude n'est pas du tout de la même nature. De toute façon, on n'a pas dit que c'était la même nature. Oui. On a dit, ce qui est le point commun dans tous les domaines en question, c'est la critique. Oui, on parle de méthode. Au niveau critique, c'est vrai que c'est le point commun. Bon, qu'on puisse faire un esprit critique peut réussir dans tous les domaines scientifiques, quels qu'ils soient, y compris dans le domaine de l'histoire. Donc, il est évident que ça va pas ça. Que ce soit le fait que ce soit de remettre en question, je sais pas, Einstein par exemple, quand il a fait ses travaux, il a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, visiblement. Donc il a eu une approche critique. Il remet en cause une théorie, qui était, soit il a trouvé que c'était insuffisant. Bon, il n'a pas, évidemment, dans ce cas-là, il ne pouvait pas dire que le document de référence était perturbé, puisque c'est celui que nous avons sous les yeux. Mais on peut dire qu'il a été mal décrit, mal défini, mal analysé. Bon, là, il y a l'aspect expérimental qui peut remettre en cause la théorie. Bon, mais ça, on ne peut pas. Bon, admettons qu'on laisse de côté, dans le domaine ésotérique, laissons de côté la question expérimentale, qui pourtant, d'ailleurs, est souvent une tentation chez beaucoup de ces domaines. Mais au niveau de la cohérence du discours, parce qu'il y a aussi une tradition scientifique, la cohérence de ce qu'on nous dit sur un certain sujet, tout d'un coup, quelqu'un va dire ça ne te colle pas, ça ne suffit pas. Bon. C'est vrai c'est vrai dans le domaine de la physique, ça peut aussi bien être vrai dans le domaine de l'ésotérisme. Bon. Donc l'histoire de la critique, je ne parle même pas de l'histoire de l'ésotérisme, mais l'histoire de la critique dans ce domaine-là, eh bien oui, par exemple, dans le cas de Nostradamus, par exemple, il se trouve que bizarrement, certains acquis datent déjà de plus d'un siècle. Le fait d'avoir découvert, par exemple, que telle édition de 1566 était en fait une édition du XVIIIe siècle. Bon. Mais après, ça n'a pas tellement plus avancé. Donc, quelque part, il y a eu des progrès, il y a eu des avancées, mais elles n'ont pas été poursuivies. Et donc, souvent, des chercheurs comme Robert Ben-Azra, ils s'appuient sur des travaux déjà très anciens, au niveau critique, très anciens. Et eux-mêmes n'apportent quasiment aucun élément critique à ce qu'ils se proposent. Vous pouvez lire les 600 pages de Robert Ben-Azra, il n'y a pas d'éléments critiques, sinon ceux de gens qui ont écrit en 1900, 1913 ou je ne sais pas quand. Bon. Donc c'est là qu'il y a un déficit. Et c'est pour ça que je disais, ce déficit, il est dû à quoi? Eh bien, sociologiquement, je dirais qu'il est dû au fait qu'effectivement, certaines personnes sont attirées par ces domaines-là parce que, justement, ces domaines n'exigent pas les mêmes compétences. Et oui, mais ils ne sont quand même pas attirés par ces domaines-là uniquement parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour l'étudier correctement. Non, mais correctement. Les sujets les intéressent quand même. Non, mais le problème correctement, c'est que justement la notion de correctement est très relative. Tels qu'ils sont étudiés par les autres, on se dit, bon ben moi je peux faire pareil. Le problème c'est qu'ils sont mal étudiés. Donc forcément, étant donné qu'ils sont mal étudiés, ils prennent déjà un mauvais exemple. Si effectivement quelqu'un qui rentrerait dans ce domaine-là verrait que toutes sortes de travaux sont faits, qui remettent en question ceci, cela, et on discute à un niveau très très pointu, selon des arguments. Je vais prendre le cas de Nostradamus. Ça fait... On est en train actuellement, entre chercheurs dans ce domaine-là, à discuter depuis des décennies sur certaines questions. Et pour pouvoir suivre les raisonnements qui sont développés, il faut déjà s'accrocher. Voyez-vous ? Donc là, si le domaine était de cet ordre-là,
ce serait dissuasif. Parce que le type, il lirait ça, il dirait, oh, mais oh là là. D'ailleurs, lisez mon propre, je vais vous passer, ça vous prend la tête. Mais il faut reconstituer comme ça. Bon, vous vous apercevrez le genre de qualité d'analyse, de réflexion que ça implique pour conclure que ceci ou cela. Bon, tout de suite, c'est dissuasif. Bon, maintenant, si la personne lit un ouvrage plan-plan sur le sujet, il dira, bon, bah ça va, quoi, ça va, je comprends, ça va. Donc, c'est pas dissuasif. Mais moi, ça m'évoque encore le domaine de l'histoire. Si on prend les travaux d'historiens sur les biographies de personnages historiques, on a parfois de nombreuses biographies d'un même personnage, et on a des points de vue ou des informations qui sont révélées dans certaines biographies qui ne sont pas révélées dans d'autres. Voilà. Et il y a donc souvent des enjeux derrière le fait de publier une biographie ou de sélectionner certaines choses ou de mettre l'accent sur certains aspects de la vie du personnage. On retombe encore sur cette idée que il y a des idéologies qui influencent, je dirais, qu'est-ce que c'est qu'un bon historien? Qu'est-ce que c'est la méthode? Bon, moi, je ne suis pas du tout qualifié dans l'étude en histoire, mais je veux dire que on peut s'interroger sur la façon dont on présente certains événements historiques, y compris dans les manuels scolaires. Voilà quoi. En termes de vulgarisation. Parce que c'est pareil, vu la vulgarisation, je m'étais intéressé en fait à la vulgarisation de savoir non formel, vulgarisé dans le domaine historique. On a eu des émissions télévisées, des Alain Decaux, des personnages qui sont venus nous parler de... Mais est-ce que, c'est pareil, est-ce qu'en vulgarisant, est-ce que parfois dans l'histoire on arrondit les angles, on simplifie, on passe sous silence certains aspects, certains personnages, certains événements, où on ne relie pas des événements entre eux alors qu'ils devraient être liés. Et donc, je veux dire, il y a des méthodes qui parfois sont effectivement pas toujours bien sérieuses ou parfois qui restent dans l'anecdotique, qui restent dans le... Parce que voilà, pour captiver dans la vulgarisation, pour avoir l'attention du lecteur, on utilise certaines figures de style, la petite histoire historique qui va retenir... Et on va passer complètement à côté d'un autre aspect du personnage historique qui pourtant est fondamental dans son rôle dans l'histoire. Mais là, non mais je comprends très bien, monsieur Lavé. Bon, c'est vrai que c'est un peu délicat, mais effectivement, c'est un peu un cercle vicieux, parce que précisément, parfois, l'image qu'on a de ce personnage historique est fausse. Donc, il s'agit de savoir si on veut écrire un ouvrage qui correspond à l'image que les gens ont du personnage. Biographie à géographique. Bon, à partir de ce moment-là, effectivement, le lecteur risque d'être frustré qu'on remette en question certaines images qu'on avait de tel et tel personnage. Bon. Mais par exemple, moi je me suis rendu compte entre des biographies de personnages français écrites par des étrangers, et on peut prendre le cas de Pasteur, les biographies qu'on peut trouver en langue française sur Pasteur par rapport aux recherches et aux biographies anglo-saxonnes sur Pasteur, c'est pas du tout le même Pasteur qu'on retrouve. Oui, et on a vraiment construit en France un mythe autour de Pasteur, on ne peut pas y toucher. Avec les années, on accepte de reconnaître quelques petites choses que Pasteur pouvait faire et qui n'étaient pas très honnêtes. Mais dans le monde anglo-saxon, on dit les choses carrément, quoi. Mais on casse la statue et le mythe. Donc c'est, je veux dire, c'est qu'une œuvre d'historien de... Comment ? Je dis, qu'est-ce qu'une œuvre d'historien ? C'est ce qu'on attend d'un historien. L'histoire des sciences, l'histoire des religions. Pas d'un vulgarisateur, peut-être. Non, parce que là vous confondez, vous mélangez un peu les choses. Bon, qu'on peut faire de la vulgarisation à sensation en disant que ceci n'est pas comme on croyait, bon, ça c'est c'est un autre problème. Mais la vulgarisation classique, c'est tout simplement,
de présenter des faits tels qu'ils nous sont parvenus, et puis de les prendre pour argent comptant. Voilà. C'est là que ça se passe, le problème. Maintenant, dès qu'on commence à vouloir dire que, je sais pas, pour Jeanne d'Arc par exemple, qu'elle n'a pas fait, c'était quelqu'un qui n'était pas... Bon, voilà, c'est pas elle qui est... bon alors, voilà, oui, ou Shakespeare, etc. Bon, mais malgré tout, c'est intéressant. Ce genre de recherche est intéressant parce que il y a des arguments. C'est même pas une question d'idéologie, il y a des arguments. Vous les réfutez, voilà, c'est voilà, tout. Bon, oui, voilà. oui, C'est là qu'il y a un débat. Bon, ben, vous voyez, dans le domaine de l'ésotérisme, dans le domaine de la recherche ésotérique, il n'y a pas spécialement de polémique de ce genre. C'est ça le problème. Parce que justement, on est resté à un niveau tellement basique que les gens n'ont pas développé une argumentation qui puisse faire l'objet d'un débat, etc. Enfin, il y a peut-être des débats entre spécialistes, non, voilà, mais pas sur certains aspects. Mais bon, parce que le débat, ça exige. Le débat, c'est quelque chose. Le débat, l'argumentation, ça exige de suivre des démonstrations, de suivre des raisonnements qui sont jamais absolument convaincants dans l'absolu. On dit par exemple qu'au départ, quand Einstein a développé sa théorie de la relativité, il n'y avait qu'une dizaine de personnes qui comprenaient ce qu'il disait. C'est la même chose. Dans le domaine de la recherche scientifique, il n'y a pas énormément de gens qui peuvent suivre une argumentation et qui ont tous les arguments pour ça. C'est en cela qu'on peut pas. C'est en cela que la vulgarisation n'est pas possible. Parce que la vulgarisation implique de parler de choses sur lesquelles il y a déjà un consensus. Si vous faites un ouvrage de vulgarisation, vous développez des thèses que vos lecteurs ne peuvent pas comprendre, bah évidemment, ça pose un problème. Mais si vous ne développez aucune thèse, il n'y a pas de problème. Si vous ne développez aucun argument spécialement complexe qu'il faut suivre, il faut se concentrer, il faut se prendre la tête, il n'y a pas de problème. Donc là, à partir du moment où vous renoncez à développer une argumentation complexe pour prouver que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé et que il y a eu des changements, bon, là, vous entrez dans un champ de réflexion intellectuelle qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est ça le véritable enjeu de la vulgarisation, c'est que justement, elle épargne au lecteur ce genre de problème. Parce que soit ça a des débats qui ont déjà existé mais qui sont déjà résolus, donc on lui en parle, il n'y a même pas besoin de savoir si c'est vrai ou faux, puisque ça a été accepté. Ou bien alors on lui parle de choses qui font débat, et à ce moment-là, il faut qu'il prenne parti entre plusieurs arguments. Il y en a qui pensent que le zodiaque c'est comme ceci, ou que c'est... Bon, alors, bon. Vous comprenez ? Donc, c'est pour ça que je dis, je crois que très franchement, à un moment donné, les études dans le domaine de l'occultisme n'ont pas bénéficié de la dynamique qui existait à la même époque au niveau de l'histoire des langues, au niveau de l'histoire biblique, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quelque part, c'est un domaine qui est resté un petit peu négligé. Pourquoi ? Parce que justement, comme vous le savez très bien, il était peu étudié finalement par des gens sérieux. Et les gens qui s'en sont occupés n'avaient peut-être pas forcément un très haut niveau intellectuel. Et même des gens comme Papus, par exemple, est-ce qu'il a vraiment fait des contributions majeures à la critique de l'ésotérisme, ou la critique de l'occultisme, ou même à Amadou ? Je ne sais pas, il y a des gens, vous me direz, mais je ne vois même pas de quoi vous voulez parler. Mais moi, je sais très bien de quoi je veux parler. Dans tous les domaines, on peut avancer dans la critique. Il n'y a pas un seul domaine qui puisse échapper à la critique. Que ce soit le domaine que ce soit au niveau scientifique ou au niveau littéraire, il y a toujours une démarche critique qui est possible. Il n'y a pas un seul domaine où on puisse dire « Ah, mais dans ce domaine-là, il n'y a rien à critiquer. » Ou il n'y a rien à mettre en avant. Ou il n'y a pas de débat. Il y a débat sur tous les sujets. Donc s'il n'y a pas de débat quelque part, c'est qu'il y a un problème, à la limite. Il y a un problème de quoi ? De recrutement. Il y a je dirais presque une forme de, comment dirais-je, d'inhibition. C'est un peu le mot que j'emploierais parce que moi j'ai suivi les séminaires d'Antoine Febvre pendant pas mal d'années. Inhibition, c'est-à-dire que, ou de double bind, c'est-à-dire on ne veut pas dire que ça fonctionne, que ça existe, donc on ne va donc pas confronter le discours aux faits, puisque ces faits, bon,
Donc ça, déjà, on s'interdit cela. Et puis, on ne veut pas non plus dire que c'était parfaitement organisé ou cohérent. Donc on ne va pas non plus confronter ces éléments à une quelconque exigence de cohérence. À partir du moment où vous refusez de vous confronter aussi bien à la réalité pratique qu'à une sorte de structuration théorique, ben vous privez de tout un ensemble d'outils. Et qu'est-ce qui reste? Ben, il ne reste pas grand-chose. Mais là, par exemple, vous évoquiez Robert Amadou. Il y a un problème, par exemple, enfin, qui me semble évident. À partir du moment où la personne est partie prenante, si on prend là, par exemple le sujet du martinisme et de Louis-Claude de Saint-Martin, à partir du moment où dans le domaine ésotérique, il y a la question de l'appartenance initiatique à des organisations initiatiques, comment avoir une attitude critique par rapport à un mouvement dans lequel on est soi-même engagé au niveau initiatique. Je veux dire, on peut l'avoir. Par exemple, dans la franc-maçonnerie, il y a des francs-maçons qui sont très critiques sur leur propre organisation. Enfin, peut-être pas au sens critique où on l'entendait tout à l'heure. Mais il est clair que bon, il y a des positions où parfois on a tendance à enjoliver, à faire un petit peu, oui, peut-être une approche trop hagiographique d'un courant ou d'un personnage. Et le problème est que, voilà, au niveau universitaire, il est parfois très difficile Justement, le problème de faire abstraction aussi de ses propres, voilà, de ses propres, dans ces études-là peut-être, de ses propres valeurs, de ses propres appartenances, parce que j'imagine que la plupart des universitaires qui étudient ces sujets ont certainement un rapport au monde ésotérique. Est-ce qu'ils sont eux-mêmes pratiquants de certaines formes ésotériques, initiatiques? Sans doute. Oui, alors est-ce qu'il il peut y avoir des blocages. Est-ce qu'il reste entièrement, je dirais, objectif et neutre par rapport à leur sujet d'étude? Je veux dire, bon, si on prend le cas de l'astrologie, bon, on a eu par exemple des choses qui ont défrayé la chronique, Elisabeth Tessier avec sa thèse, voilà, bon, la question de remettre l'étude de l'astrologie au niveau universitaire, à la Sorbonne. Suivant que vous avez une position, enfin, c'est-à-dire on peut étudier, bon voilà, avoir une position d'historien de l'astrologie ou de sociologue, mais pour étudier voilà, le phénomène, l'histoire, les participants, les associations, enfin tout ce qu'on veut, les publications. Mais au fin fond des choses, suivant que vous avez par rapport au domaine une attitude plutôt, comment je dirais, d'adepte, comment je pourrais dire ça, de croyant, quoi, enfin, de dire, ben, l'astrologie, oui, je pense que ça a des bases, des fondements justes, ou au contraire, je pense que c'est pas très scientifique, c'est pas très cohérent, c'est pas très... vous n'allez pas étudier la chose, enfin, je veux dire, vous voyez, vous n'allez pas porter forcément... Non, mais attendez, c'est pas tout à fait comme ça que le problème se pose. La question n'est pas... Non, mais ça peut jouer quand même. Oui, non, attendez, il y a plusieurs facteurs. Bon, d'une part, effectivement, quelqu'un qui est dans une pratique, qui pratique un certain savoir, n'est pas disposé nécessairement à remettre en question ce savoir, puisqu'il l'a vérifié, et qu'en plus il s'est impliqué dedans, et qu'en plus il s'en sert. Donc ça, c'est clairement que c'est un phénomène de blocage. Mais en revanche, je ne voudrais pas entrer dans cette espèce de dilemme que vous posez, et dont j'ai essayé justement de me démarquer au cours de ces discussions, à savoir que, moi je dis, laissons de côté la question de savoir si ces savoirs sont vrais ou faux.
essayons simplement de retrouver leur vérité à eux, Oui. leur cohérence interne. Oui, ça de toute façon. Et bon, et donc c'est ça qui le but n'est pas de déterminer voilà. si Et c'est ça ils sont vrais ou faux. c'est là qu'il y a eu un manque. Oui, oui. Le manque, c'est qu'on s'est dit. La vérité interne. C'est la vérité Ouais. intrinsèque de ces savoirs, comment ils se sont constitués, comment ils sont apparus, comment ils se sont construits. Bon, c'est tout. En laissant de côté la question de savoir si ça marche ou ça marche pas. Hein. Bon, et c'est là qu'on a. Il y avait une voie, une brèche, qui n'a pas été utilisée. Ils se sont trouvés, comme je disais tout à l'heure, ils se sont dit, bon, puisqu'on ne peut pas prouver, ou puisqu'on n'a pas envie de prouver quoi que ce soit concernant ces savoirs, ni qu'ils fonctionnent, ni que ni qu'il y a une pratique, bon, à partir de ce moment-là, on va les prendre tels quels. On ne va pas y toucher. Bon, c'est ça le problème. Et c'est là qu'il y a une erreur. Bon, et d'autre part, je dis que si au bout de 50 ans, dans ce domaine-là, beaucoup des chercheurs de haute qualité avaient été attirés, qui avaient montré l'intérêt des recherches qu'ils pouvaient avoir dans ce domaine au niveau critique, eh bien, ces domaines-là ne seraient pas au stade où ils en sont actuellement. Parce que c'est la qualité même des esprits, la qualité même des intelligences qui s'occupent d'un certain domaine qui va faire la qualité du domaine. Il se trouve que c'est un domaine qui est dissuasif. La notion de dissuasif est un mot que j'emploie. C'est comme dans le domaine de l'astrologie, par exemple. L'astrologie attire des gens de plus en plus nuls. Ah, c'est peut-être un effet de la vulgarisation astrologique. Non, mais je veux dire que c'est parce que c'est des domaines où les gens nuls ne se sentent pas opprimés par les gens valables. Parce que tout le monde est nul. Voyez-vous ? Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, ce domaine est envahi par les nuls, puisqu'ils sont tout seuls. Donc, ils peuvent chacun faire sa petite nullité de son côté, et ça n'embête personne, et personne. Et on va dire, oh ben toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça. Bon, il y a eu des tentatives, comme je pense par exemple aux travaux de Michel Gauquelin, bon, par exemple, une tentative d'arriver à quelque chose. Bon. Mais d'une manière générale, on peut dire que ça ne va pas très haut, ça ne va pas très loin. Et moi, l'occasion qu'on a organisé il y a quelques semaines, il y a 2 semaines d'ailleurs, a montré que une fois que les gens ont dit que ça marchait pour eux, ils n'ont aucun esprit critique par rapport à ces savoirs, ils les prennent tels qu'ils sont, et ils ne sont pas capables de faire des choses que même maintenant. L'autre jour, je disais, mais par exemple, je prenais le cas du signe des Gémeaux. Je dis, le signe Gémeaux, quoi, on voit un couple, si on demandait à des enfants, même de 12-13 ans, de relier les signes zodiacaux avec les divinités, ils vont pas il n'y en a pas un qui rapprocherait les Gémeaux de Mercure, par exemple. Bon, il rapprocherait ça de Vénus. Donc, vous voyez, donc finalement, il y a des choses, il y a une sorte de renoncement même de l'intelligence à comprendre ce qu'on lui propose. Comme on dit, applique et ne cherche pas, comme on dit chez les Juifs, fait, enfin bon, voilà, il faut, voilà, ne cherche pas à comprendre. Cherche pas à comprendre. C'est la tradition. Voilà, ne cherche pas à comprendre, applique, ouais. Et puis voilà, mais mets ton intelligence en veilleuse. Quelque part, dans ces domaines-là, on met son intelligence en veilleuse. Donc ce sont des intelligences qui sont un peu abruties, si on veut dire. Bon. Et c'est un cercle vicieux. S'il y avait eu des esprits plus brillants dans ces domaines-là, les esprits les moins brillants ont été dissuadés d'y venir, etc. C'est comme le problème, c'est la fausse monnaie qui chasse la bonne. Bon, effectivement. Donc effectivement, on a, comme on dit, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc on a des gens qui ont une certaine qualité, mais qui, si ce domaine-là était vraiment investi par des gens valables, n'auraient pas le droit de citer. Je pense que ça pose quand même le problème de la diversité du domaine ésotérique, parce qu'il y a, on l'a dit tout à l'heure, des domaines de l'ésotérisme qui peuvent se pratiquer. Voilà, l'astrologie, ou des choses, si on prend toutes les formes, voilà, les tarots, la voyance, les alchimistes, s'il existe toujours des alchimistes au XXe siècle, je pense qu'il y en a.
et il y en a en tout cas qui essayent de se remettre dans les traces des anciens alchimistes, il y a des choses qui peuvent se pratiquer. Il y a des textes, voilà, il y a des sources. Donc là, effectivement, la linguistique et ce que vous évoquez sur le travail critique, de voir les différentes versions, les faux, etc., ça s'applique. Et il y a des courants, enfin des idées, voilà, qui se transmettent dans des organisations. Et alors, je pense que bon, tout ça peut s'imbriquer, avoir des liens, mais on peut peut-être pas appliquer la même méthode d'étude à des objets, enfin des choses aussi Non, mais diverses, justement, monsieur Lalvé, des textes, mais c'est des tout à- organisations, des pratiques. Non, mais Est-ce qu'on a une méthode qui peut s'appliquer à... Parce que finalement, je pense que ce qui a été simplement retenu dans le champ académique, c'est simplement l'étude des courants ésotériques en termes de... sociologique presque, oui. De l'influence, oui, c'est ça. Oui. Enfin, l'influence des idées. Non, mais il y a les textes. dans- les textes, dans- aussi, ouais, les textes. Ouais. On Bon, peut parler. plus- Les textes, plus les les sources, textes ont le droit voilà, d'exister les sources, aussi. oui, oui. Les textes ont le droit d'exister. Mais Mm. moi, pour répondre à votre argument, je dirais que normalement, il aurait été souhaitable que dans le milieu académique et universitaire, on s'intéressât au savoir en tant que savoir et sur le plan de leur structure, sans aucune implication pratique. C'est là que ça aurait dû se situer. Et on se serait permis de modifier tel et tel savoir, telle et telle notion, sans se demander si ça allait perturber les astrologues, etc. Vous comprenez? Bon. Et en revanche, effectivement, dans ce que vous appelez, vous, la vulgarisation de l'ésotérisme, là, comme vous avez justement dit, là, ça débouche quelque part sur une pratique possible. C'est-à-dire qu'au lieu de dire aux gens, comprenez ces systèmes, on leur dit, appliquez-les. Ça ne fait pas appel aux mêmes formes d'intelligence. C'est comme quelqu'un qui vendrait des téléviseurs, bah, il ne demande pas aux gens de comprendre l'électronique de ces téléviseurs. Il leur dit simplement, ben voilà, achetez un téléviseur. Voilà, c'est tout le donc voilà, c'est la différence. Donc finalement, quelque part, on avance dans votre recherche, parce qu'effectivement, quelque part, la vulgarisation de l'ésotérisme passe par une idée que, au fond, une fois qu'on a appris les rudiments, on peut les valider, on peut les appliquer. Donc c'est un raisonnement du genre validation par l'application. Alors que dans le domaine universitaire, la validation, c'est la validation, c'est-à-dire, c'est même pas une question de validation, mais la validation passe par l'approche critique. Est-ce que ces documents... c'est pas la pratique qui va déterminer, parce que la pratique, elle peut valider n'importe quoi. Hein? Donc, finalement, il aurait fallu qu'il y ait une division des tâches de cet genre-là. Au niveau de l'ésotérisme scientifique, on aurait dû aller beaucoup plus loin dans l'approche critique des documents, en laissant la question de la pratique à ce qu'on pourrait appeler effectivement la vulgarisation ésotérique. Et ça, c'est un point que vous n'avez pas dit au départ, mais qui ressort de ce que vous avez dit maintenant, savoir que quelque part, la vulgarisation ésotérique laisse entendre que malgré tout, on va pouvoir observer que ça existe. On va pouvoir le constater, mais que ça existe tel que c'est. C'est-à-dire sans retour en arrière, sans un travail d'investigation rétrospective pour revérifier si telle source n'a pas été modifiée, etc. Bon. Et justement, c'est cette carence. Donc, effectivement, la vulgarisation ésotérique a fonctionné. Elle a fonctionné, c'est-à-dire qu'elle a joué son rôle. Bon, très franchement, elle a plusieurs rôles quand même. Dans le champ de l'astrologie, elle a joué son rôle de manière remarquable, puisque vous avez même les horoscopes, les journaux, etc. Donc l'astrologie, elle est au cœur de ce truc-là. Maintenant, dans d'autres domaines, comme par exemple les sociétés secrètes, etc. Bon, Da Vinci Code, voilà, la vulgarisation. Bon, voilà. Mais les gens, mais l'idée de partir d'un savoir, d'un texte, et de discuter, de savoir si ce texte est bien le bon texte et s'il n'a pas été modifié,
Ça devrait ressortir de la démarche plus académique et plus universitaire. Pour reprendre un autre thème qui passionne certaines personnes, si on prend l'histoire de Rennes-le-Château, qui intéresse beaucoup notre ami Bécourt, justement. Il habite juste à côté, d'ailleurs. Ah oui. Ça intéresse beaucoup de monde. Eh bien, je pense que c'est un peu la même chose dans le sens où vous avez des spécialistes de Rennes-le-Château qui se réunissent tous les ans pour évoquer les dernières hypothèses, les dernières intoxications, les dernières falsifications. Et il y a aussi des ouvrages qui cherchent à vulgariser le sujet de Rennes-le-Château. Mais je ne pense pas que ce soit un sujet qui passionne le monde universitaire. Il n'est pas prêt de se mettre c'est-à-dire que Rennes-le-Château, évidemment... à avoir une attitude critique par rapport... quoi qu'il y a eu des ouvrages un petit peu... comme Frédéric Lenoir, du domaine plus de l'histoire des religions, qui essaye d'étudier ces phénomènes de façon un petit peu sociologique et critique, historique. Il faut distinguer évidemment des travaux. Il y a des traditions très anciennes et des traditions qui sont beaucoup plus récentes. Vous comprenez ? Nostradamus, par exemple, est un peu intermédiaire. Nostradamus, c'est le XVIe siècle. Rennes-le-Château, c'est quand même beaucoup plus récent. Non, mais là, je veux dire en termes de falsification. Oui, on peut aussi faire ce travail dans ces domaines. Eh bien, je crois que ça mérite. C'est un peu le domaine lui-même de l'ésotérisme qui a mis à jour, avec des rebondissements, avec des confessions, avec des. Quand il y a des montages plus ou moins dans le domaine initiatique, ça finit. Je dirais qu'il y a des chercheurs qui ne sont pas universitaires et qui, à force de recoupement et d'enquête, peuvent mettre à jour, faire progresser, je dirais, les connaissances sur un sujet comme celui-là. Non, mais je ne suis pas en train de... Non, mais je suis bien d'accord avec vous, puisque justement, je disais tout à l'heure que les universitaires ne sont pas à la hauteur de la tâche. On peut imaginer que des gens qui sont pas universitaires le feraient. Donc ça, de ce côté-là, c'est simplement un clivage que je posais au départ. C'est évident que dans la réalité, ça peut être le contraire. C'est-à-dire que, le contraire, en tout cas, ça peut... Cette exigence de critique qui n'existe pas assez dans le domaine peut venir de quelqu'un qui n'en fait pas partie, c'est clair. Mais cela dit, il faut distinguer évidemment des savoirs extrêmement anciens comme l'astrologie, qui exigent de remonter de 2, 3, 4 000 ans en arrière pour arriver à reconstruire. Donc c'est une approche critique qui va beaucoup plus loin, puisque ça... et puis des savoirs, et puis des problèmes qui sont situés à la Renaissance ou au XVIIe siècle, et puis des problèmes qui sont situés au XIXe siècle, XXe siècle. Évidemment, tout ça ne se situe pas au même niveau, et n'exige pas tout à fait les mêmes méthodes. Mais d'une manière générale, quelqu'un qui viendrait aujourd'hui proposer un sujet de thèse, il faudrait quand même bien qu'il montre qu'il veut modifier une représentation qu'on a du sujet. Alors, moi personnellement, j'ai tendance à privilégier le problème des textes, ou de l'iconographie. Peut-être en astrologie. Non, mais même dans beaucoup de des textes. Alors maintenant, alors maintenant, moi, d'ailleurs, à mon avis, c'est quand même la base de toute recherche. Dans le domaine des traditions, ce qui est important, c'est le texte. Même les protocoles des sages de Sion, sur lesquels j'ai fait un travail important, c'est une question de texte. Donc finalement, celui qui n'a pas comment dirais-je, celui qui n'a pas la formation pour étudier de la critique les textes, il n'a pas grand-chose à faire dans ce domaine, vous comprenez ? Étudier les textes, ça veut dire aussi confronter les différentes éditions, peu importe, c'est ça la chose. Mais je veux dire que c'est la moindre des choses qu'on puisse demander à des... Par exemple, moi je sais pas, il y a eu des dictionnaires récemment de l'ésotérisme. La question de savoir, donc, sur tel et tel personnage comme Paracelse, comme Nostradamus, comme ça, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Qu'est-ce qu'on a trouvé de nouveau ? Qu'est-ce qu'on a fait avancer ? Où est-ce qu'on a avancé dans ces domaines-là ? Or, il semblerait qu'on soit que le niveau de critique et d'exigence intellectuelle, c'est peut-être un des domaines où il est le plus faible dans l'ensemble des champs universitaires. Mais y compris à l'étranger. Oui,
Y compris dans le monde anglo-saxon. Ah oui, oui, on en a des exemples. Par exemple, concernant Nostradamus, ils sont très en retard sur ce qui se passe en France, par exemple, pour donner un exemple. Et bon, il y a des tas de questions qu'on se pose en France et qui ne se posent pas. Bon. Mais qui exigent pour pouvoir être... Moi, je vous souhaite lecture de... Qui exigent de pouvoir raisonner, non seulement de raisonner, mais de pouvoir comprendre un raisonnement extrêmement complexe à partir de... Bon, et c'est pour ça que j'ai posé le problème en termes extrêmement pratiques. J'ai dit, tout simplement, la capacité, tout simplement, à faire ce genre de travail et à suivre ce genre de travail. Il est clair qu'à partir du moment où on n'a pas... Bon, quelqu'un qui aurait été rodé à certaines recherches pourrait le faire, mais quelqu'un qui n'est pas rodé, je sais pas, moi, vous n'avez qu'à lire un de mes textes, vous dire, mais si vous n'êtes pas habitué, vous dire, mais je comprends pas ce qu'il dit, ce type-là. Je comprends pas comment il raisonne comme ça, je comprends pas... Parfois, les textes d'Antoine Fèvre peuvent être ardus également. Oui, mais je ne sais pas. Oui, mais est-ce qu'il essaie de... Sur Abellio... Ce qui m'intéresse, moi, c'est le mot... un mot qui me paraît important, c'est le mot démonstration. Moi, je considère que dans tous les domaines, il faut faire des démonstrations. Et je ne sais pas si Antoine Fèvre fait des démonstrations. Quand vous me dites, par exemple, vous me citez Antoine Fèvre, est-ce que vous pouvez me dire, vous pouvez me donner un exemple d'un article qu'il a fait qui serait justement difficile à suivre parce que justement il met en jeu des questions, il fait apparaître, il arrive à des conclusions qui exigent de suivre un certain raisonnement logique, une certaine démonstration, etc. Il me semble que le mot démonstration n'est pas utilisé dans ces domaines-là. Je ne pense pas qu'il soit utilisé. Or, il devrait l'être. On peut démontrer que, je ne sais pas moi, par exemple, qu'il y a eu une influence de telle langue sur telle autre langue, qu'il y a eu une interpolation de telle... Enfin, il y a un tas de choses qu'on peut démontrer, qui font... pas dire que tout le monde soit d'accord, mais ça fait l'objet d'un débat. Oui. Enfin, il me semble que sur les... Je ne suis pas du tout... Non, mais c'est un effort essayer de faire un effort de... Il me semble que sur le... Poursuivre je dirais, la voie ouverte par François Secret... tout ce qui concerne l'hermétisme à la Renaissance et il me semble que... Mais bon, c'est peut-être plus l'histoire de ces courants ésotériques. Il n'y a rien à démontrer. Mais si, l'histoire... Mais justement, c'est ça le problème. Est-ce que c'est simplement rendre compte de l'influence de courants ésotériques et de leur pénétration dans différents... Oui, voilà. Mais c'est simplement, je dirais, un rôle d'observateur et d'historien. Oui, non, mais justement... Qu'est-ce que vous voulez démontrer non, mais justement, je crois que sur l'influence... Mais je vous donne un exemple. Par exemple, c'est la question, alors, sur la fameuse histoire des Rose-Croix, à savoir, est-ce que toute cette histoire de Rose-Croix est quelque chose qui repose sur des bases sérieuses, ou est-ce que c'est une vaste manipulation européenne, je pense qu'il y a quand même dû y avoir des recherches, je sais qu'il y a des... Moi je faisais le bilan des 50 dernières années. Je disais tout à l'heure que même, peut-être avant, il y a eu des recherches plus pointues. Mais votre question m'amuse pas mal. Vous savez, moi, quand j'ai fait ma première thèse de doctorat sur le monde juif et l'astrologie, au fond, il s'agissait simplement de montrer comment l'astrologie était reçue à telle et telle époque. Mais il ne s'agissait pas de s'interroger sur l'astrologie en tant que telle. Donc on peut faire des travaux historiques sur la réception, avec des ajustements, mais c'est pas d'un très haut niveau de réflexion historique. On peut montrer comment ça a été accepté, comment c'était reçu, etc. Mais l'histoire... c'est la barre, le niveau de... Voilà, c'est pas le même niveau. Pas le même niveau. De la recherche. Parce que là, bon, à la limite, d'abord, je vais vous dire une chose très bien. Si c'est trop facile à lire, c'est que c'est pas intéressant. De toute façon. Donc on tombe dans le problème de vulgarisation. Si l'exposé est trop facile à suivre... Alors, au niveau de la recherche, parce que intéressant, il faut s'entendre. Il y a des choses intéressantes à lire dans la vulgarisation ésotérique, mais ça n'est pas intéressant au niveau de la recherche. Si un texte est trop facile à lire, c'est qu'il ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit, et qu'il n'apporte pas d'arguments qui vont modifier la représentation,
etc. Donc, oui, ça ne va pas faire avancer voilà. la Donc, connaissance. bon, à partir du moment où ce texte n'est pas de cet ordre-là, il se disqualifie de lui-même, quelque part. Il se disqualifie, c'est-à-dire qu'il est... bon, d'abord, premièrement, ça ne fait pas fonctionner vos ménages. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Si vous lisez un texte qui ne nous force pas à réfléchir et à argumenter et à comprendre la démonstration, c'est que visiblement, c'est pas dans ce domaine-là qu'on a les esprits les plus brillants. Hein, ni au niveau de ceux qui disent que de ceux qui lisent. Bon, donc c'est là. Bon, alors, bon. Et alors inversement, la satisfaction qu'on aura en contrepartie, c'est de dire ah oui, mais j'ai pris connaissance de ce savoir que les gens ne veulent pas considérer, et j'ai eu l'intelligence de comprendre que ça pouvait être intéressant pour moi. Donc, donc finalement, c'est un peu ce genre de satisfaction qu'ont certaines personnes qui se disent ah oui, mais les autres, ils n'ont pas compris que c'était intéressant. Mais c'est assez paradoxal parce que justement, ils n'ont pas compris que c'était intéressant parce que justement, ils ont été arrêtés par des incohérences. Et donc, par conséquent, la personne qui n'est pas arrêtée par l'incohérence, elle continue et elle applique. Donc, oui, c'est assez comique, parce qu'en fin de compte, c'est justement son manque d'intelligence qui lui a permis de ne pas être rebuté par ce savoir. Donc, on peut être rebuté à la fois par quelque chose de trop intelligent, ou de rebuter par quelque chose qui est trop idiot. Oui. Donc, finalement, beaucoup de gens qui lisent des livres d'astrologie, de vulgarisation, ils n'ont pas été rebutés par le côté idiot de l'exposé. Hein? Donc finalement, ils ont une sorte d'insensibilité au niveau de l'intelligence des choses. Donc même quelque chose qui est complètement idiot, du moment que ça marche, ils l'acceptent. Donc eux, alors inversement, eux, ils ont eu la chance de ne pas être rebutés, entre guillemets, alors que d'autres personnes auront été rebutées et donc ils n'y vont pas. Donc vous voyez où finalement, il y a trois catégories. Il y a ceux qui sont intéressés par un sujet parce qu'il est idiot et parce qu'ils voient qu'on peut faire un travail comme par exemple Boucher-Leclerc dans sa fameuse astrologie grecque de 1899, il faisait des critiques sur l'astrologie, etc. Bon, donc il y a ceux qui s'intéressent à un sujet parce qu'il est tellement bizarre qu'il y a des tas de choses à mettre en avant au niveau de l'incohérence. Il y a ceux qui sont intéressés par un sujet parce que ils ne prennent pas conscience de l'incohérence de ce sujet et de son exposé, et donc ils continuent. Et puis, entre les deux, il y a une sorte de marée, comme ça, de gens qui ne sont ni intéressés qui ne sont intéressés, qui sont pas intéressés par la bizarrerie du sujet, et qui sont quand même suffisamment exigeants pour ne pas être arrêtés par la bizarrerie du sujet. Donc, effectivement, ceux-là, ils restent entre les deux. Donc, en fin de compte, il y a les gens hyper intelligents qui trouvent que le sujet est intéressant et qu'il y a des critiques à faire. Il y a les idiots qui trouvent que c'est intéressant parce qu'ils ne voient pas en quoi c'est idiot. Et puis, les gens qui sont d'une intelligence moyenne et qui, eux, ils le prennent comme ça, voilà. Mais d'une manière générale, le scandale, à mon avis, des études ésotériques depuis 50 ans, c'est que les démarches, la recherche a été trop timide. Elle était trop timide, elle a voulu éviter un certain nombre de pièges, elle était même sur la défensive, parce que les gens disaient on va peut-être supprimer la chair, des choses comme ça. Fèvre était obsédé par ça. Si on fait un faux pas, si on commence à dire qu'il y a quelque chose de vrai dans tout ça, c'est comme s'ils étaient partis du principe qu'il fallait surtout de rien. C'est comme s'ils étaient partis du principe qu'il fallait surtout ne pas laisser entendre que c'était cohérent, ne pas laisser entendre que ça marchait. Alors là, on avait la paix. Alors, ne pas laisser entendre que ça marchait, bon, à la limite, oui. Mais ne pas laisser entendre qu'il y avait une cohérence à chercher et à creuser, c'est là qu'il y a une erreur. Là, il y avait des choses à faire, et ça n'était pas si dangereux que ça de le faire. Je ne sais pas pourquoi ils ont simplifié la stratégie, et ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient très bien, impunément, je dirais, faire des recherches critiques, et ne pas porter flanc au niveau d'une quelconque complaisance, au niveau d'une pratique discutable, ou même d'une réalité discutable. Parce que l'être humain est capable de faire des constructions intellectuelles
dont il est quand même normal de reconstituer l'existence. Et cette construction intellectuelle, par-delà la question de savoir si ça fonctionne ou pas, ou si ça avait un fondement ou pas. C'est ce que j'appelle un problème de l'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'on invente des choses, on construit des choses, voilà. Vous voyez, il y a une espèce de troisième voie qui n'a pas été bien explorée. C'est-à-dire que d'un côté, ça n'est ni la question de ça marche ou ça marche pas, c'est pas la question de la technique, et c'est pas non plus la question de la science. Ce n'est pas la question de la technique parce que c'est pas en termes de marche ou pas, c'est pas la question de la science parce que ce n'est pas non plus en termes de fondement qui pourrait être vérifié aujourd'hui par ceci ou par cela, mais c'est la troisième voie qui est pourtant celle plus ou moins ouverte par Lévi-Strauss, qui est celle de la cohérence de l'organisation intellectuelle d'un savoir. Et il semblerait que c'est là qu'il n'y ait pas eu ce qu'il fallait. Pourtant, Lévi-Strauss a montré que les sociétés humaines les plus anciennes étaient capables de construire des choses extrêmement élaborées, extrêmement sophistiquées, et qu'il y a par-delà la question de savoir si c'était vrai ou faux, ou si ça marchait ou ça ne marchait pas. Il faudrait donc une approche anthropologique du sujet. Une approche qui considère que l'intelligence humaine, normalement, élabore des systèmes, a une capacité à élaborer des systèmes, et que ces systèmes sont par contre voués éventuellement à être transformés, modifiés, perturbés, mais que le rôle de l'historien, c'est de remonter justement à pas à la source, parce qu'on peut remonter toujours au plus, mais au stade où le système est parfaitement équilibré. Il y a eu ce terme utilisé par Victor Stokowski que j'ai évoqué tout à l'heure, d'anthropologie des savoirs, d'étudier les savoirs de façon un peu avec une démarche anthropologique, mais bon, c'est resté un petit peu... Qu'est-ce que ça voulait dire à votre avis une démarche anthropologique, je ne sais pas, qu'est-ce que vous mettez en fait, c'est parce que cette universitaire-là avait une formation, s'était intéressée en fait à l'anthropologie, à l'origine de l'espèce humaine, au darwinisme.